Bienvenue sur votre podcast dédié à l'art et à ses métiers, La Pause d'Art. Anecdotes, passions, parcours inspirants d'artistes d'ici pour le monde et ceux du monde pour ici. À suivre donc La Pause d'Art. Bonjour Hugo. Oui, bonjour Yvan. Merci de m'accorder cette interview. Et je vais commencer par la question, je suis certain, qui brûle les lèvres de tout le monde. Comment organiser une biennale de photographie dans un pays en crise? Comment tu l'as fait, Hugo? Merci Yvan, ça relève d'une forme de magie, et je pense peut-être d'une forme de bénédiction créative ou bien créatrice, je ne sais pas. C'est de rêver. On a rêvé comment, sans savoir comment allait se passer. Bon, je dis aux gens, il faut rêver, il faut être ambitieux. Et puis après, c'est des astuces, c'est de la créativité, c'est de l'ingénierie, c'est de la débrouillarde. Mais c'est un processus qui se passe par plusieurs états émotionnels. C'est-à-dire le grand espoir, le grand rêve, les désillusions, les successions de non, 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 les petits oui, oui, oui. Mais bon, donc, dans un pays en crise, même déjà dans un pays normal, faire une biennale peut relever de l'exploit. Tout à fait. À plus forte raison dans cette situation. Pour nous, on ne voulait pas avoir l'excuse ou le prétexte, parce que c'est un peu redondant à chaque fois de dire que le pays est en crise. C'est vrai, l'ignorer aussi peut être une forme d'inconscience. Mais je veux dire, est-ce que même si on n'était pas en crise, on aurait pu faire mieux? Je ne sais pas. Mais ta question, c'était le comment. C'est ça. Le comment, Parce que, surtout que cette édition, en fait, il y a quelques années, en 2019, tu étais le directeur de la Biennale avec un DA. Mais cette édition, je crois que tu as porté toutes les casquettes. Mais en 2019, il y avait bien plus de moyens, j'imagine, par rapport à maintenant. Mais toi, tu as accepté ces défis en connaissant déjà plus ou moins toutes les embûches qui devaient être les tiennes pendant la préparation et la tenue de cette biennale. Oui, comme je dis, en temps de guerre, peut-être que les généraux vont au front. On ne laisse pas que les caporaux ou les sergents aller au front, les généraux vont au front. Comme tu l'as dit, moi j'ai mis ma poitrine devant parce que je ne savais qu'on n'avait pas le luxe. D'abord, on n'avait pas le temps à perdre, puisque malheureusement, c'est chaque année beaucoup de temps de perdu. Avant de nommer les équipes, ça nous prend du temps. Donc moi, directement, quand j'ai été nommé comme commissaire général, je me suis dit cumulativement, il faut que j'assume la notion de directeur artistique, parce qu'il faut faire un appel à la candidature, il faut choisir, il faut sélectionner. Et en plus, on a la compétence pour le faire, on est sollicité à l'international. Donc je me suis dit, vas-y, parce que moi au moins, je n'aurai pas un problème de salaire. Quelle que soit la crise, je dirais que je suis malien et je peux accepter de le faire bénévolement et gratuitement. Donc déjà, ça enlevait une charge. Parce que quand on prend un commissaire étranger ou international, nous le sommes, mais pas dans notre pays. Ça, ouais. Donc, et je me suis dit, je mets mon crédit. J'ai testé mon crédit aussi en valeur. Et la surprise agréable, c'est qu'on a eu à peu près 500 candidatures. Donc, c'était aussi une biennale de la franchise et de loyauté. J'ai dit au commissaire, les gars, venez, on va se battre au Mali, il n'y a pas beaucoup de moyens. J'ai dit ça à Patrick, j'ai expliqué ça à Nadine, j'ai expliqué ça à Oyenda. J'ai expliqué ça à Mancha, à toute l'équipe curatoriale en disant voilà, c'est ça les conditions. Si jamais on a les moyens, tout le monde sera gracieusement payé. Mais si on n'a pas de moyens, on le fera. Donc c'est une biennale de l'amitié. Les gens ont cru à moi et ils se sont associés par amitié. Mais justement, est-ce que tu as eu l'impression d'avoir aussi le soutien de tes confrères commissaires, professionnels du monde de l'art, surtout les Africains? Est-ce que tu as le sentiment d'avoir été soutenu par ces personnes-là? Oui, je pense que c'est le crédit. C'est pourquoi j'ai dit, j'ai pris... j'ai mis ma poitrine au front et j'ai testé d'assumer ce rôle de directeur artistique. C'est ça. Même au niveau malien, au début, c'était un peu compliqué. Les gens n'arrivaient pas à comprendre puisque les intitulés ont changé. Mais oui, je pense que
Je ne peux pas parler au nom de toute l'Afrique, mais j'ai eu quand même des retours favorables où les gens étaient contents de savoir qu'on prend les rênes en main, quoi, et que c'est aussi bien que les commissariats soient confiés aux Africains qui sont sur le continent. Si possible avec la diaspora, avec les frères de la diaspora, mais de temps en temps, il faut qu'il y ait un jeu intelligent à faire à ce niveau. D'accord. Bon, pour revenir au thème de cette biennale, c'est la 14e et le 30e anniversaire de la biennale de Bamako, la biennale africaine de photographie. Tu as choisi pour thème Kouma. Pourquoi Kouma? D'abord, moi j'aime bien les anniversaires. Hein. J'aime bien le 25e anniversaire, le quart de siècle, 30 ans. J'aime les chiffres comme ça. Je dis toujours aux gens que, dans la créativité, on ne sait pas forcément le pourquoi des choses. On ne sait pas comment ça vient, mais je pense que ça fait partie des réflexions qu'on nourrit depuis fort longtemps. Moi, je suis parti sur le principe des voix. Les voix, le manque de voix. Le manque de voix en africain. What is African voices? Où sont nos voix? Quand on prend, qui parle de l'Afrique, qui parle du Cameroun, qui parle du Mali? Est-ce que ce sont des experts maliens? Est-ce que ce sont des experts de Nouakchott ou de Mogadiscio, etc. L'Afrique a-t-elle un discours? C'est sur ça que la réflexion a inconsciemment commencé. L'Afrique a-t-elle un discours? Et quelle est notre parole? Est-ce que nous pouvons parler? Comment nous parlons au monde? C'est comme ça que Kouma, en fait, l'idée, c'est de donner plus de voix, non seulement au secteur créatif, mais au-delà du secteur créatif. Vous avez vu, par exemple, la performance de Bernard, où c'est le discours de Kwame Nkrumah. Donc, c'est partie des grands discours anthologiques que le continent a connus, aussi bien les grands discours politiques et les grands discours artistiques. Par exemple, les chansons de Myriam Makeba, qu'est-ce qu'elle dit? Alpha Blondy, il a des textes fabuleux. Tout à fait. Bob Marley, il y a des cinémas qui ont bouleversé plusieurs générations. Tous ces discours, toutes ces voix, toutes ces paroles-là, qu'en faisons-nous? C'est un peu ça le Kouma, pour donner plus de la voix. C'était pour compléter les voix africaines en fait. D'accord. Et ici, on le voit là, en fait, tu as permis à ce que ces voix-là soient très bien complétées en images, en vidéo, etc. Et pour venir à l'organisation même ou aux différentes articulations de cette biennale, quels ont été les moments forts qui ont, comme ça, pendant la semaine professionnelle, articulé la biennale africaine? Parce qu'il y a deux choses. J'entends par-ci, par-là, Bamako, cette histoire de programme général de la semaine. Je dis que dans le monde entier, c'est vrai qu'il y a un programme général, mais aussi il y a le concept de programme journalier. Parce qu'on sait qu'il y a tellement d'aléas entre les réalisateurs qui devaient venir montrer des films, entre les artistes qui devaient venir faire ça et qui n'ont pas eu de visa. Moi, je préférais faire un programme journalier qu'un programme dans lequel, ou au moins à la veille, on a des certitudes. Côté exposition, moi, je n'avais pas trop d'inquiétude dans le sens où je me dis ça devrait se faire, on n'a même pas le choix. Et ça se fera. Des fois, c'est ça, j'ai des amis qui disent qu'on ne sait pas le comment. Mais moi, j'ai toujours dit, c'est ce que je disais à la Commission nationale, j'ai dit jugez-nous à partir de samedi. D'accord. Le reste, c'est du bavardage. Oui. Samedi à 9h, si on n'est pas prêt, ça c'est autre chose. Mais before, yes. Ça, je ne rentre pas dans ça. Ça, c'est le jour J, on va être debout, we stand. Et je pense qu'on n'était pas à terre. Même si on était à terre, je pense que la magie a opéré. Donc, pour répondre à ta question, c'était quoi déjà? Les difficultés, non, même pas les articulations. Les moments forts. Donc, oui. Pour le côté expo, ça c'est le B à bas, parce que c'est sur ça qu'on est jugé d'abord. C'est aussi bien la scénographie, l'accrochage, la structuration de l'expo. Ça, je pense que ça, il n'y a pas de problème. Le catalogue, il y a une version en ligne. Pour des raisons techniques, on n'a pas pu l'imprimer à temps. Les autres aspects, moi, qui me semblait important aussi, et qu'on a respecté, je dirais, à 80%, c'était le Kouma, la parole. Et quand je dis la parole, c'est au niveau des
du programme discursif. Parce que j'étais très content chaque fois qu'il y avait un débat. Je disais, ouf, la parole a émergé. J'étais très content le premier débat inaugural avec Salia Malé, Assetou Gologo et ensuite la table ronde par le Maroc. Je pense que c'était très bien. Tout à fait. Les débats sont importants pour moi parce que par rapport aux rencontres, c'est ça qui est humain aussi, c'est la parole. Donc le fait d'avoir fait plusieurs rencontres et même tout à l'heure la rencontre de cet après-midi, ça permet aux gens, on donne la parole aux gens. Et comme on dit au Mali en Bambara, la parole ne meurt jamais. Il y a des cadences et des variations dans la parole. Oui, et puis les moments inattendus, j'ai aimé les vernissages aussi, prévus mais surprenants. Par exemple au Centro, Awa a peine fini son bâtiment. J'ai trouvé ça beau de voir Kouma là-bas, dans ce cadre-là. C'est des choses comme ça. Je suis Amadou Sanogo. Oui, Charles Makoro. Oui. Voilà, je suis Amadou Sanogo. Je suis Amagoro aussi, le film, où on voit justement Cabral. Je pense que la Maison africaine aussi a fait une très belle expo. Tout à fait. Parce que Hakim m'a dit qui a fait la scénographie. J'ai dit, bon, à la fin, moi, je suis venu avec les caisses. Parce que pour moi, c'était important. Tout ce qui est BC est un peu sacré pour nous. Et donc, de ressortir Telling Time dans les archives et les exposés, c'était très bien. Et je pense que le syndicat des photographes maliens aussi a fait une très belle expo à l'étage. Bingo! Bon, les autres lieux, ici, c'est officiel. Le musée du district, c'est un très beau bâtiment avec des installations comme la vidéo de Yvan et Kani Sissoko. Le Maroc, pays invité. Oui, très belle expo aussi. Le mémorial Clash. Le côté un peu engagé. Oui, mais on a vraiment remarqué ça aussi, cette parole engagée qu'a pris certains artistes comme Barthélémy Togo, qui est venu comme artiste invité pour un projet spécial. Mais on a vraiment ressenti ça, ce côté engagé, et pas que là pour son esthétique, mais là qui porte vraiment une parole très forte. Oui, parce que c'est justement, tout à l'heure, peut-être on va parler de comment on a laissé les artistes pas divaguer, hein. C'est pas le bon mot, mais libre court. Parce que ici, c'est la parole subtile. Il y a plusieurs formes de paroles. On fait revenir la parole des revenants. Il y a plusieurs poésies dans l'espace de l'espace panafricain et qu'on a respecté et qu'on a considéré parce que la parole est diverse, la parole est multiforme, la parole est... Mais je pense qu'aussi, c'était bon aussi en tant que ancien militant, on va dire ça comme ça, ou futur militant. On ne peut jamais être ancien militant, on l'est toujours. Voilà, la façon de parler, je veux être modeste, parce qu'il y a des mots qui changent de connotation. Oui, c'est je veux dire, on a tous un champ panafricain sur lequel qu'on investit. Et donc, c'est important de rappeler que Sékou Touré avait un discours fort. Les gens le comparent au clerc africain ou... donc c'est important de... Parce que l'art pour l'art, c'est bien, mais il faut se donner le luxe. On a même fait un délire sur la voie de la transition. En Bambara, transition Koumakan, où on voit le président qui dit « si j'ai échoué, c'est la jeunesse qui a échoué ouais. », où le Premier ministre dit que le Mali a été lâché à plein vol. On a pris des séquences comme ça, des speeches, des nouveaux discours maliens pour les mettre en valeur. Mais aussi, on a quand même remarqué pendant cette biennale qui se veut panafricaine. En fait, on a pu se poser la question vraiment du panafricanisme aussi de la biennale, parce qu'il y a eu pas mal d'artistes qui ont eu des problèmes liés à l'obtention des visas. Est-ce qu'aujourd'hui, ça pousse aussi à redéfinir même la biennale, je vais dire futur, et son contenu, cette histoire de visa? Non, ça c'est une conjoncture éphémère, j'espère. Parce qu'en fait, il y a deux personnes, si ce n'était pas venu, mon discours allait complètement changer à l'ouverture. Heureusement qu'ils ont eu leur visa à temps. Parce que j'étais allé à un niveau de mon... Je n'ai pas parlé à l'ouverture, en fait. C'est Patrick Kouenda qui en parlait. Moi, j'ai remercié. Mais si jamais ces deux-là n'avaient pas eu le visa, avec l'incident qu'il y avait eu, mais je pense que mon discours, je n'allais pas rater les autorités. Les plus hautes autorités. J'étais prêt à fracasser, quoi. Heureusement qu'ils ont eu leur visa. Parce que peut-être que ça allait être mon premier et dernier discours. Je ne sais pas ce que j'allais dire. Parce que je me sentais tellement frustré
Le Mali est un des rares pays où la Constitution stipule qu'on est prêt à abandonner une parcelle ou totalement pour l'unité africaine. OK? Le Mali est un des pays où on fête le 25 mai, journée de l'Afrique. Donc on est un pays fondamentalement panafricain. Et les nouvelles autorités ont, je pense, la transition à ce courant-là panafricain. Donc je ne peux pas comprendre qu'on refuse des visas aux Africains. C'est une aberration. C'est une aberration. On s'est battu, on continue à se battre pour la circulation et la mobilité des idées et des personnes. Moi, je pense que les artistes sont des rois et ils doivent être traités de la sorte. Et je crois qu'ils l'ont été dans cette biennale parce que nous avons eu comme parrain Salif Keita, qu'on ne présente plus. Nous avons au sein de la scénographie au Musée national du Mali quelque chose qui renvoie à un très grand artiste dont je vais te laisser expliquer en fait pour ce qui est de la scénographie, comment elle a été inspirée et pensée, parce que je trouve que c'est super important ça aussi. Oui, en fait, Malik Sidibé, parce que chaque fois qu'on reçoit des gens, quand l'équipe des commissaires et des scénographes sont venus, moi, je fais toujours un programme culturel dans la ville de Bamako quand je peux. Donc, et on discute beaucoup. Donc, je pense qu'on est allé faire une séance de photos au studio Malik. Et je pense que ça a marqué beaucoup les scénographes. Je pense que ça peut être un déclic, cette visite, parce qu'on est tombé sur Karim, le fils de Malik. Moi, j'expliquais un peu le studio, donc on a fait des photos là-bas. Je pense que ça les a beaucoup inspirés. Je crois que c'est le déclic, parce qu'après, j'étais tellement fier et content d'être au studio de Malik Sidibé. Et je pense que ce qui est original, justement, ils ont que la scénographie est comme point de départ un photographe, c'est fabuleux. Moi, je trouvais qu'ils ont eu une idée de génie. Moreno et Lozia, ils ont eu un travail de génie. Et en plus, l'autre défi de la construction, non seulement la scène de Noël, et en plus de faire en matériaux locaux. C'est ça. Ça, c'est un challenge. Dans une institution comme le Musée national, en construction de briques de terre, avec des maçons qui viennent de Djenné, de différentes générations. Donc on ne peut pas avoir une biennale plus malienne puisqu'on utilise les matériaux maliens. Et je disais que, comme tu dis, les artistes ont été mis en honneur, les artistes sont des rois. Oui, des rois, parce qu'il y a deux choses. Quand je discutais, par exemple, le protocole de la République, et qu'ils se disent que, par exemple, quand on négociait les véhicules, tout ça, oui, on était censé avoir des limousines. Il y a un monsieur du protocole qui m'a dit non, que ça, c'est pas pour les artistes, que c'est pour les chefs de délégation, les ministres, tout ça. Et j'allais répondre tout ça au discours s'il n'y avait pas eu de visa. En fait, je pense que le fait que Barthélemy et Patrick ont eu le visa a complètement cassé mon discours. Parce que j'allais parler à la République, mais je lui ai dit, qui a besoin de limousine? Pourquoi les artistes n'ont pas droit aux limousines? Est-ce qu'ils savent c'est quoi les artistes? Hein? On déroule le tapis rouge, c'est vrai, pour les politiques, mais je lui ai dit, dans l'art, les artistes dans le monde entier sont accueillis comme des princes et des rois. Donc le fait que le protocole me dise que c'est pas pour les artistes, ça me passait dans la gorge, quoi. J'allais répondre. Mais après, il y a un autre monsieur du protocole, après le vernissage, qui m'a regardé, qui est venu. Il m'a dit, ah, vraiment, il ne savait pas que c'était quelque chose de grandiose comme ça, quoi. Voilà. Il m'a dit ça, et puis j'étais content, quoi, parce qu'il participait à des réunions avec nous. Mais je pense qu'il n'avait pas vu la portée. Quand il est venu, il a dit, oui, la scénographie, et dans les autres sites, il y avait d'autres projets, mais qu'on n'a pas pu faire comme ça devrait se faire. Mais moi aussi, un de mes coups de cœur que j'aime particulièrement aussi, c'est peut-être Bamako Djoum au Palais de la Culture, qui est une salle mythique, qui est un espace mythique. Et puisque la biennale a commencé là-bas 30 ans, pour moi, on ne peut pas faire de biennale en célébrant les 30 ans sans faire quelque chose au Palais de la Culture, quoi. Quel que soit le lieu, c'est vrai que c'est un lieu difficile. Quand les œuvres ne sont pas encadrées, surtout ça tombe sur cette période d'Harmattan, maintenir une biennale pendant 2 mois, il y a le vent, c'est difficile. Mais je pense qu'on a fait quelque chose de beau là-bas avec Bamako Dream et la section de Cabral aussi qui est là-bas, c'était important. C'est magnifique, c'est magnifique. Et puis le conservatoire aussi avec la jeunesse. Qui a littéralement pris en main, je puis dire, la curation d'un espace qui leur a été dédié. Oui, j'ai trouvé cette idée très... C'était un exercice parce que puisqu'on reçoit des stagiaires, il faut mettre les jeunes en confiance. Et comme ils ont participé à tout le processus
d'accrochage, de maquettes, de films. Donc la série sur le gâteau. Et parce que aussi c'était bien d'avoir le conservatoire aussi, parce que tout ça, ça fait partie forme pour moi des excursions. Quand les gens viennent au Mali, il faut sortir un peu. Comme on dit, les collines du savoir et la colline du pouvoir, pour nous c'est la colline de l'art et de la culture. Donc on les envoie à Basse-Fas. C'est un temple qui est tellement beau. Moi j'avais dit, même si on ne fait rien, on met le conservatoire au programme, même une déambulation au conservatoire est une activité. Donc on a pu faire la photo, le studio, Radio Kouma. Et maintenant, le vernissage de cette exposition sur cette façade aussi, parce que je pense qu'il y a peut-être 6-8 ans, la Biennale se faisait aussi, même toi tu as exposé là-bas une édition dans la salle, mais au début c'était à l'extérieur comme ça. Donc les clins d'œil qu'on fait à l'histoire comme ça de la Biennale de ces 30 dernières années. Au sorti de cette semaine professionnelle, quel est selon toi où tu en es avec cette Biennale? Comment tu l'as senti passer? Cette partie en tout cas. Ça a été très éprouvant physiquement parce que je disais à Patrick, qui me disait, quand on était justement au conservatoire, avant le débat, parce que je m'étais mis comme modérateur, mais j'ai failli littéralement tomber, j'étais tellement épuisé. Parce qu'il y a la partie du travail qui est vue et la partie du travail qui n'est pas vue. Quand les autres finissent, nous on commence à travailler. Le travail ne s'arrête jamais. Et aussi la nuit, soit on travaille ou on pense à résoudre les problèmes du lendemain. Donc on a une forme de somnolence créative qui fait qu'on est éprouvé physiquement. Mais chaque fois qu'on a de deux choses, des fois on a la fleur de peau, des fois on est nerveux. C'est ça. Pour des choses banales. Quand on te répète le programme, c'est normal que les gens n'ont aucune idée de voir la difficulté dans laquelle on est et ce n'est pas leur problème. Moi j'aime même qu'à l'extérieur, ou bien quand on donne une image de que tout va bien, c'est tant mieux si les gens perçoivent ça comme ça. Mais le revers de la médaille, c'est que, alors qu'on ne sait pas le combat qu'on mène en off. Et donc, c'est ce qui est éprouvant. Entre le dealing avec l'administration qui ne comprend pas certains enjeux, et heureusement, moi je dis que les artistes ont été très compréhensifs et n'ont pas été exigeants parce que ça aussi, c'était vraiment un côté de peaceful parce qu'il y a tellement de pression. Il y a la pression de l'audience générale, il y a la pression internationale. Et même les journalistes qu'on devait inviter qui n'ont pas eu le visa, ou les artistes qui n'ont pas eu de visa, moi je suis très frustré à leur place. Cette année, on parlait de la Biennale, une édition de résilience. Et ça, j'ai pu la vivre de l'intérieur. Je me souviens, cette nuit-là, au mémorial Modibo Keïta, où j'ai vu Barthélémy Togo, un artiste qu'on ne présente plus, soutenir les troupes, lui-même accrocher son travail, aider à accrocher le travail des autres. Est-ce que ce sont comment je vais dire, des personnes comme celle-là qui te donnent aussi l'énergie de continuer et de croire? Oui, absolument, absolument. Parce que je me rappelle, Barthélémy m'avait envoyé son passeport français. J'ai dit, oh grand frère, laisse ça tomber, pardon, envoie-moi ton passeport camerounais. Je m'en fous de ton... Enfin, passeport français. Donc il m'a envoyé son passeport camerounais. Et à Dakar, on avait déjà essayé à l'ambassade. Ça n'a pas marché. Il m'a dit, il retourne, il va faire 2 jours à Barcelone, il revient. Oui, il s'est personnellement engagé parce qu'on a beaucoup discuté de la curation de ce concept qu'on a donné le nom African Voices. Et justement, ces voix africaines, on a complété la série avec parce qu'il n'y avait pas assez de femmes au début. C'est comme ça qu'on a pu introduire les Rosa Parks, Myriam Makeba, Queen Nani pour équilibrer un peu. Et moi j'ai aimé parce que Barthélémy, non seulement il est dans Bamako Dream, parce que la nouvelle génération ne sait pas qu'il était photographe. C'est pourquoi j'ai aimé que Seydou Sako aussi, Diko reviennent aussi, parce qu'il a eu des prix ici. Moi je me rappelle, il avait exposé dans ce couloir-là exactement. Si c'est pas ici, ou ici, il avait fait une très belle exposition au musée, il avait eu un prix. Donc pour moi, tout ça dans Bamako Dream, ces artistes-là qui reviennent, même s'ils sont dans d'autres médiums, mais qu'on voit au moins que c'est des photographes. Et ce que Bernard du Ghana disait, il n'y a pas de limite. On peut travailler sur plusieurs supports. Alors, Yvan, toi, tu n'as pas de limite. Tu fais des installations, tu fais de la photographie, tu fais de la vidéo, tu fais de la lecture. Et la Biennale, cette année aussi, c'est cette forme d'ouverture qu'on a commencé à amorcer. C'est vrai, c'est photo, 100% photo, vidéo. Et puis des clins d'œil à d'autres disciplines. Moi, j'ai aimé qu'il y ait des performances, des installations. Parce que je disais à Mariam Niari même, elle voulait faire des installations, je ne sais pas où elle en est, comme elle est venue à la veille de Dakar. Oui. Parce que le musée du district, moi, était l'espace le plus contemporain. Ok, d'accord. Dans les espaces. Oui. Ici, il y a un peu
C'est vrai que c'est très contemporain, mais on a essayé d'atténuer un peu. C'était des travaux extrêmement contemporains, ont été évacués. Au musée de Bamako. Parce qu'ici, c'est le côté officiel, les politiciens viennent. Aussi, il faut montrer des œuvres desquelles les gens se reconnaissent. Parce qu'on a cette responsabilité-là, on ne peut pas être dans... Moi, je vois, la sélection était très, très contemporaine par moments, hein, qu'on dit, même il n'y a pas de photojournalisme, il n'y a pas de photodocumentaire. C'est vrai que c'est une biennale de photographie contemporaine, mais c'est pourquoi quand tu vas au mémorial, on a essayé de mettre du photojournalisme, même au conservatoire un peu, où il y a des genres sur les manuscrits, d'autres genres de photographies qui sont différents d'un Marc Fosso, qui est très contemporain, oui. ou d'autres sujets dans lesquels, par exemple, quand les Maliens lambda voient Seyba Keita, là, ils sont soulagés. Oui. Et c'est important. Ou bien Emma de la Tunisie. Oui, oui. Là, il y a un soufflement, quoi. Et par exemple, Victor aussi, ça, oui. Ça on comprend un peu. Mais il y a des œuvres qui sont plus difficiles et moins digestes. Donc, avec les scénographes, la première proposition ici, j'ai changé beaucoup de choses. D'accord. Ça aussi, c'est l'intervention du directeur artistique. Comme tu dis, c'était fatigant, ce conflit-là. Et j'ai bien expliqué à la scénographie qu'il y aura un conflit. Parce que si j'écoute mon côté créatif à 100%, on va faire des folies, alors que financièrement, ça ne suit pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, c'est ça la difficulté. Mais en plus, j'ai vu que aussi, ce n'est pas une première. Dans le monde entier, des fois, il y a eu des éditions, par exemple à Sarja, où a été des fois directrice de la Biennale et directrice artistique. Donc ce n'est pas une entorse à la loi aussi qu'on a fait. Alors, Igo, nous sommes rendus presque à la fin de cette interview, de cet entretien. C'est quoi la suite pour cette biennale, pour les travaux qui sont présentés ici? Oh, déjà, c'est-à-dire que le premier travail, c'est de finaliser le catalogue. Je peux dire que j'étais très frustré, mais ma frustration allait au-delà parce que je suis un homme du livre d'abord. Et peut-être que tout à l'heure, il va falloir que je te donne certains ouvrages parce que Patrick m'en a piqué pas mal. Il a contaminé Bernard qui en a pris. Et Marc Fosso a dit, il était resté dans le car, il a dit, mais quand je suis revenu avec des livres, on prend des livres ici. Donc lui aussi, il en a pris. Donc, moi, j'avais tellement rêvé du catalogue pendant la Biennale. C'est-à-dire que ça devrait venir ici le dimanche. D'accord. La production était en cours, tout était maîtrisé. Même moi, avec les conseils éditoriaux, on m'a dit, vous avez tellement investi dans la scénographie, vous avez tellement investi dans certaines choses. Peut-être prenons le temps de relire tout, d'éviter des corrections et puis de faire un beau travail. Parce que je voulais aussi montrer les 30 ans un peu. Okay. Donc ça, c'est pas sorti à temps. Donc moi, on a la version déjà, la première version PDF que les gens ont. Encore code, ça, c'est déjà bien. Donc ça, le travail du catalogue doit être finalisé. Et puis c'est la mobilité, parce que, comme j'ai expliqué, cette année, pour moi, la Biennale a commencé depuis mars, en fait. Bamako Dream, c'était la célébration de la Biennale. On a commencé en mars, en fait. Donc à Sarja, de Sarja, on s'est déplacé aux Émirats, on est venu au Maroc. On a fait celle de Casa. Après, on est retourné en Asie, on a fait celle de Guangzhou. Donc maintenant, Bamako Dream est à Bamako, pour un souffle. Et je crois qu'il y avait une antenne aussi à Banjul Station, c'est ça ou pas? Ou c'est à venir? Oui, c'est à venir. Okay, parce qu'on est en train de voir comment l'exporter. On a failli faire une à Dakar, c'était la porte de l'IFAN. Fatima Bokoum et Boubacar Doli avaient beaucoup travaillé dessus. C'était une des raisons pour lesquelles je suis allé à Dakar. Mais finalement, pour des problèmes administratifs et techniques, ça n'a pas eu lieu. Donc ici, dès le début, moi j'avais échangé aussi avec... C'est probablement celui de Mozambique, de l'île Maurice, c'est très en cours, parce que Nirveda, il travaille. Et tu vois, parce qu'il y a des expositions qui changent à Bamako Dream. Par exemple, toi, dans la section malienne, tu es rentré. Il y en a qui sortent, qui rentrent en fonction des lieux et des espaces. Maintenant, s'agissant même de l'expo panafricaine, moi, j'étais en pourparlers, j'ai beaucoup discuté avec les gens de Arles. Ce serait bien que, comme à l'époque, les expositions tournées, ça permet aux artistes que leur travail soit vu par un nouveau public. Et ça, on y travaille dessus, on espère qu'on pourra la montrer au maximum parce que ces 30 artistes, ce n'est pas aussi lourd, donc ça devrait le faire. Merci beaucoup, Igo. Si jamais j'ai oublié quelque chose, tu peux... S'il y a quelque chose que tu aurais aimé évoquer, voilà. Non, merci Yvan, merci pour ton engagement. Comme tu dis, tu es malien, parce qu'à chaque édition, quand tu viens aussi, ça nous donne de l'énergie, parce que
quand on voit les contingents, les frères qui viennent, qui laissent tout chez eux, qui viennent soutenir, c'est de ça qu'on a besoin en Afrique. De venir de manière complètement désintéressée et puis ne pas avoir la casquette de oui, moi je suis star ou je ne fais pas ça. Comme tu as dit, même les Barthélemy de Togo mettent des clous, nous-mêmes on transporte des bagages. Non, il n'y a pas de comme on dit, more you give, more you receive. Yes, moi je crois à cette théorie-là. Moi pareil. Voilà, plus on donne, plus on reçoit. Donc merci pour cette générosité, pour cette contribution. On remercie tous les artistes qui ont cru, qui se sont donné la peine de postuler, comme j'ai dit, à la cérémonie de clôture du prix. Ceux qui n'ont pas gagné, ce n'est pas le plus important. Même ceux qui n'ont pas été retenus, ce n'est pas le plus important. Peut-être que nous, les commissaires qui avons fait ce travail, peut-être qu'on était fatigués. Dans la vie, il y a beaucoup d'aléas. Parce que quand tu suis 500 dossiers à un moment, humainement, bon, personne n'est déméritant et ce n'est que des choix subjectifs. Mais les 30 qui ont été retenus aussi, bravo encore. Et félicitations à toute l'équipe, toutes les personnes qui ont contribué d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas de petite contribution, que ce soit les femmes qui balaient le soir, que ce soit ceux qui ont mis l'échafaudage. Il n'y a pas de petite... C'est un travail de fourmi qui donne ce résultat. Peut-être que nous, on est à la lumière, on pense que oui, il y a beaucoup de petites mains. Les commissaires superstars, alors que Dieu seul sait comment on a envie d'être humble et effacé. Moi, je dis à tout le monde, des fois, moi, quand il y a les vernissages, que ce soit à la Médina ou même ici, des fois, j'aime ne même pas être là. Alors que je sais que c'est comment on appelle ça, c'est incorrect. À un moment, on doit être à la porte, monsieur bien civilisé, recevoir tout le monde. Mais je dis aussi, par exemple, l'exemple, voilà, la scénographie, un truc qu'on n'a pas pu réaliser, mais peut-être qu'on va le faire après. C'était un hommage qu'on voulait rendre à Toumani Diabaté. Parce qu'il a fait avec moi l'hymne de la photographie africaine. Et c'est Simon qui a fait le texte. Et moi, je suis allé voir Toumani, donc il a composé, il a fait une belle chanson. Cette année, on voulait lui rendre un hommage. Et les commissaires avaient justement travaillé, et les scénographes, ils avaient travaillé sur la kora d'une certaine manière. Ça allait être tellement beau, on n'a pas pu le faire. Et c'est Toumani justement qui m'expliquait pour les Grammy Awards. Il m'a dit quand ils sont arrivés, le gars, l'organisateur de la Grammy, il a fait une cérémonie, 500 personnes VIP top, chez lui, il n'était pas là-bas. Et il dit à la cérémonie de Grammy Awards, ce qui se passe, quand tu donnes le Grammy, c'est au moment où tu fais une photo et quand tu descends, tu le vois et serre ta main et te dit bonjour, on prend une photo et puis tu ne le vois plus. Il faudrait que nos travaux parlent à notre place. Moi, je n'ai pas besoin d'être ici à la cérémonie d'ouverture, j'ai pas besoin... Si on a fait un travail bien, peut-être que ça va parler à notre place. Donc, il faut qu'on cultive de plus en plus l'humilité, il faut qu'on cultive ça. Voilà, c'est merci. C'est comme dans mon discours, je n'ai que dit, je pense, pour la première fois, je n'ai que dit des merci. J'ai fait une succession de merci. C'était un discours de merci. Et je pense que ça n'a même pas duré 1 minute. Tout à fait. Je savais que les politiciens allaient beaucoup parler. Et moi, j'étais fatigué. Donc, je pense que Oyenda a bien parlé. Avec la grâce, elle est venue. Ce qui m'a plu à l'ouverture, j'ai reconnu un griot, en fait, Mambé, qui est beaucoup de la famille. Oui. Et donc, comme au Mali, on ne parle pas d'abord, donc ce qu'il a dit en Bambara, c'était très bien. Il connaît beaucoup la famille. Il a parlé de mon grand-père, de la famille, tout ça. Oui. Et quand il m'a donné la parole, moi, intelligemment, j'ai dit à Oyenda et Patrick, c'est vous, je vous mets au front. Et c'était bien que Oyenda attaque directement en anglais. Là, ça a déstabilisé l'audience. C'est qui ça en plus en anglais? Et Patrick est venu donner un côté un peu, voilà, la RDC, l'Afrique centrale, les rondeurs. Oui. Moi, je suis venu dans les merci. Je pense que voilà. Et puis les artistes étaient en backup là-bas, voilà. Merci, voilà, Yo. Merci beaucoup. Merci à vous d'être si nombreux à nous écouter. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour aller à la découverte d'une histoire intimement liée à l'art. La pause d'art est une idée d'Yvon Gassam. Voix off, Solange Nembe. Musique, Tumo. Mixage, Ralin Gamou. Réalisation, Yvon Gassam. La pause d'art est un podcast produit par African Entertainment avec le soutien du laboratoire de théâtre de Yaoundé, Otni et de Satek Records.